Dans notre dernière aventure, Carlo Ginzburg, tel un détective, a reconstitué le monde mental d'un meunier hérétique à partir des archives de l'Inquisition. Aujourd'hui, nous restons dans le monde de la micro-histoire, mais notre enquête va nous mener sur un terrain encore plus trouble, celui de l'identité, du mensonge et de la vérité. L'histoire de Martin Guerre est si incroyable qu'elle est devenue une légende et a inspiré un film culte, Le Retour de Martin Guerre, réalisé en 1982 avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Notre aventurière du jour n'a pas seulement étudié cette affaire, elle a été la conseillère historique du film et a mené sa propre contre-enquête pour essayer de percer le secret des protagonistes. Cette femme, c'est la grande historienne américaine Natalie Zemon Davis. L'aventure commence dans Artiga, un village du Piémont pyrénéen dans le comté de Foix, où l'on cultive le blé et où la vie est rythmée par la terre, les récoltes, les dettes et les alliances familiales. Nous sommes au cœur du XVIe siècle, dans une France traversée par les soubresauts religieux et politiques. Un jeune paysan, Martin Guerre, disparaît après un conflit familial autour d'une affaire de vol de grains, révélant des tensions profondes dans les réseaux familiaux. Il quitte sa femme, Bertrande de Rolls, et son fils, et s'évanouit dans la nature. 8 ans, certains diront plus d'une décennie, passent. Un jour, un homme arrive au village. Il ressemble à Martin Guerre. Il connaît les détails de sa vie, reconnaît les gens. Il est accueilli comme le mari prodigue, l'honneur est sauf, il retrouve sa place auprès de Bertrande, et ils ont même une fille ensemble. Mais des doutes se propagent dans la communauté. L'oncle de Martin est persuadé qu'il s'agit d'un imposteur. Un procès a lieu à Toulouse vers 1560. L'homme est sur le point d'être condamné. Mais Bertrande, contre toute attente, le soutient. Elle jure qu'il s'agit bien de son mari. Et là, effet de surprise digne d'un roman, au cœur du tribunal, un homme entre, appuyé sur une jambe de bois. Il déclare « Je suis Martin Guerre ». L'imposteur, Arnaud Duty, est démasqué, jugé et sera pendu. L'histoire semble bouclée, un fait divers fascinant pour son époque et pour la nôtre. Mais pour Natalie Zemon Davis, la vraie énigme commence à peine. Le juge Jean de Coras, juriste protestant de Toulouse, publie l'arrêt mémorable et conclut que Bertrande de Rolls fut une victime innocente, trompée par la ruse du faux mari. Explication simple, qui sauve l'honneur féminin. Mais Davis n'est pas convaincue. Elle pose une question subversive pour les années 1980. Et si Bertrande n'avait pas été une victime passive? Et si elle avait été complice? Dans sa démarche, Davis s'efforce de se mettre dans la peau de cette paysanne du XVIe siècle, prise dans un monde d'hommes, de règles catholiques, de dépendance économique et de pression familiale. Qu'espérait Bertrande? Elle était une jeune femme abandonnée, sans statut ni soutien. L'imposteur Arnaud Dutil est décrit par tous comme plus charmant, plus attentionné, meilleur gestionnaire et meilleur amant que le vrai Martin. Face à la solitude et au déshonneur, Bertrande aurait pu voir en lui une chance de survie et d'émancipation relative. Davis propose alors une hypothèse audacieuse. Bertrande n'a pas été trompée longtemps. Elle a choisi de jouer le jeu. Elle a accepté l'imposteur, parce qu'il lui offrait plus de sécurité, un statut et une vie meilleure. Leur mariage devient une invention commune, un pacte secret dans un univers contraignant. Et pourquoi alors l'a-t-elle trahi au procès? Peut-être parce que le retour du vrai Martin et la pression sociale rendaient la fiction intenable. Peut-être pour sauver son honneur et sa vie, dans un monde où l'initiative féminine reste dangereuse. L'apport de Natalie Zemon Davis, c'est de refuser la vision d'une femme passive, réduite à subir l'histoire. Elle redonne à Bertrande ce que l'histoire traditionnelle lui avait retiré. De la capacité d'agir, de la complexité psychologique, à la fois sous contrainte et inventive dans l'épreuve. Ce n'est pas une liberté pleine, mais une ruse pour survivre dans un ordre social hostile. Mais, et c'est la force de la micro-histoire, Davis ne prétend pas détenir la vérité. Elle ne dit pas « voici ce qui s'est réellement passé », elle navigue entre les faits, ce que les archives nous disent, et les possibles, ce que l'imagination peut reconstituer, tout en interrogeant ses propres biais d'historienne contemporaine.
Elle lit les sources judiciaires, confronte les récits, replace l'affaire dans le contexte des pratiques matrimoniales et des structures familiales du XVIe siècle, et nous invite à questionner la frontière entre interprétation légitime et imagination historienne. Certains historiens ont accusé Davis de prêter à Bertrand des pensées trop modernes. Mais c'est précisément là que commence le débat. La micro-histoire nous oblige à discuter des zones d'incertitude et à penser l'histoire comme une enquête, pas comme une série de certitudes. L'aventure de Nathalie Zemon Davis enseigne une leçon essentielle sur le métier d'historien. Face au silence des archives, l'enquête se fait aussi interprétation, hypothèse plausible et dialogue avec les possibles. Elle montre que la micro-histoire n'est pas qu'une exploration de marginalité, c'est une manière de redonner de la profondeur et du pouvoir d'action à des figures oubliées, en particulier les femmes. Son travail est une invitation à lire l'histoire non pas comme une science exacte, mais comme un roman vrai, pour reprendre Paul Venn, où la rigueur se marie à l'empathie et à l'imagination. Et, tout au long de cet épisode, nous avons interrogé une histoire d'identité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est vraiment lui-même? Est-ce le sang? Le passé? Le regard des autres? Si tout le village reconnaît l'imposteur, où se trouve la vérité? Dans notre prochain épisode, nous reviendrons en France, mais pour une enquête d'une autre ampleur. Nous suivrons Emmanuel Leroy-Ladurie, autre pionnier de la micro-histoire, qui, grâce aux archives de l'Inquisition, fera revivre tout un village médiéval avec ses amours, ses secrets et ses hérésies.